Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir un putain de téléphone à la con, choisir la santé, un faible taux de cholestérol, choisir les prêts à taux fixe, choisir son petit pavillon, choisir ses amis Facebook, choisir de s'affaler sur ce putain de canapé et de se lobotomiser au jeu télé en se bourrant de McDo, choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus, choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille? J'ai choisi de pas choisir la vie, j'ai choisi autre chose. Les raisons? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de raison quand on sniffe de la cocaïne. Oh, et en plus, sur des gros boobs. Salut les survivants, ça roule! Bon alors aujourd'hui on va parler à nouveau d'un de mes films cultes avec Trainspotting de Danny Boyle. On connaît bien Danny Boyle aujourd'hui qui en est à son 12e film avec T2 Trainspotting et à qui on doit pas mal de perles comme 127 heures. Putain mais qu'il est trop beau, ça James Franco! Son tout premier film Petit meurtre entre amis, le mythique 28 jours plus tard et bien sûr celui qui nous intéresse aujourd'hui, le cultissime Trainspotting, son second long métrage sorti en 1996. Trainspotting est adapté du roman éponyme d'Irvine Welsh, sorti en 1993 et nous décrit de façon brute et réaliste le quotidien d'une bande de junkies héroïnomanes dans une Écosse en pleine crise économique. On suit alors essentiellement 4 personnages. Mark Renton, le héros ou plutôt anti-héros du film, interprété par Ewan McGregor, Spud, un toxico un peu simplé joué par Ewan Bremer, Sick Boy, le beau gosse de la bande interprété par Johnny Lee Miller, et Begbie, le tueur à cuire psychopathe non héroïnomane, campé par un Robert Carlyle plus qu'en forme. Oh la coquine! Le film commence très fort avec une tirade anticonformiste et anticapitaliste qui donne directement le ton du film. On croirait du Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, dans le texte. Et Tyler Durden aurait pu nous pondre cette même tirade dans la tronche. Putain mec, il est trop beau ce Brad Pitt! Bref, cette intro est de suite le signe d'un grand film, car en quelques minutes on comprend directement la philosophie du film et de ses personnages en nous plongeant directement dans leur quotidien sans aucune contextualisation. En plus le tout est servi sur Lust for Life d'Iggy Pop, alors on sait de suite qu'on va avoir affaire à un film bien rock'n'roll. Allez, ça c'est pour le rock'n'roll! Et pour la petite histoire, cette scène devait être en milieu de film, mais n'ayant pas de scène d'intro qui lui convenait, Danny Boyle décida de placer cette scène en introduction et ainsi est né ce moment culte de cinéma. Ce qui est vraiment intéressant avec Trainspotting, c'est que Danny Boyle et son narrateur divisent son film en plusieurs actes et nous montrent différents points de vue, différentes phases, différents choix de vie, sans jamais être dans le jugement, mais simplement en nous le montrant sous un angle particulier. Et pour moi, même si ce film s'inscrit dans la grande tradition des films sur la drogue au cinéma, avec Las Vegas Parano, Requiem for a Dream ou encore bien sûr Le Festin nu, le génie de ce film est qu'il ne va pas tant nous parler de drogue que de l'irresponsabilité et de l'insouciance face aux responsabilités et à la réalité. Et surtout, il met le doigt sur un point clé, les méfaits de l'argent sur les relations humaines. Mais bon, ça on y reviendra plus tard, car sans YouTube Money, j'aurais pas ma coque. Au tout début du film, on suit vraiment cette bande de junkies soudés en train de se défoncer avec une image plutôt positive de tout ça au vu des personnages. Ils assument totalement de ne pas choisir la vie au sens sociétal métro boulot dodo, mais de choisir le plaisir, l'insouciance et l'irresponsabilité. Et ceci est particulièrement bien montré par Danny Boyle dans l'utilisation des couleurs et du bébé vivant dans ce squat de junkies. En effet, on peut voir une sorte de délimitation ici en vert entre le monde des responsabilités représenté par le bébé et la couleur rouge souvent symbole de passion et de violence représentant le monde des junkies où l'insouciance et la non-responsabilité règnent. Et pourtant dans cette première partie du film, tout semble bien se passer dans la coexistence de ces deux mondes. D'ailleurs par la suite, Boyle fait dépasser à ce bébé cette délimitation, faisant entrer le monde de la responsabilité dans ce chaos, ce qui entraînera inévitablement des drames. Puis Boyle nous montre au travers d'un premier sevrage que la réalité sans drogue peut être aussi cool avec une libido de retour, une amitié toujours présente, mais tout de même un quotidien un peu plus banal. Cette première phase de sevrage nous donne l'occasion de voir l'une des scènes les plus cultes du film, où Ewan McGregor plonge littéralement dans les pires chiottes d'Écosse pour récupérer 2 suppositoires d'opium qu'il a déposés avec le bilan. Oh, alors je vous rassure, hein, pour cette scène, il s'agit bien de chocolat. Après une première partie du film assez légère, fun et rock'n'roll, on découvre cette fois au travers d'une rechute dans l'héroïne le côté moins fantasmé de la chose où être un junkie est finalement un job à plein temps où il faut constamment voler pour gagner de l'argent.
En effet, comme les capitalistes qu'ils rejettent, ces junkies ne pensent au final qu'à l'argent. Alors bien sûr, pas pour s'acheter un lave-vaisselle et une bagnole, mais pour se payer leur drogue et pouvoir échapper à la réalité. Là où le matérialisme sert bien souvent à combler un vide personnel dans la vie des gens, la drogue joue ici également le même rôle. Et c'est intéressant de voir comment Boyle a réussi à mettre ces deux réalités en miroir l'une de l'autre. Et notamment quand Mark Renton, après un second sevrage terrible, part vivre à Londres et devient accro à une nouvelle addiction, celle de la vente perte-profit. Addiction qui l'emmène également vers une autre réalité, un échappatoire mais qui va vite s'arrêter une fois de plus quand la réalité de son passé va lui retomber dessus. On s'aperçoit alors à la fin du film que le propos de Trainspotting n'est peut-être pas tant les drogues que l'argent et le rapport que l'on a à celui-ci. En effet, là où une bande de potes étaient tous reliés par un poison, l'héroïne, ce qui va entraîner la trahison de toute cette amitié sera en fait l'argent, qui est donc aux yeux de Danny Boyle peut-être le pire poison qui soit. C'est pour ça que moi, je me torche avec. Et en effet, Trainspotting s'inscrit dans le Back of Money trilogie de Danny Boyle, avec Petit meurtre entre amis et Une vie moins ordinaire, et où Boyle s'intéresse aux effets néfastes de l'argent sur les hommes et comment il les pousse à s'entre-déchirer. Et c'est particulièrement réussi dans Trainspotting au travers de cet anti-héros, ni bon ni mauvais, qui est Mark Renton. Oh, dis donc, appuie un peu cette coke. C'est également le film d'un grand réalisateur mettant la technique au service du propos. Alors avec par exemple l'utilisation de courtes focales, déformant la réalité comme peuvent le faire les drogues, ou bon nombre d'idées ingénieuses comme pour la scène d'overdose où Mark Renton plonge dans un tapis comme il plonge dans les abîmes de la drogue et de la mort. Et sur la Zig Perfect Day de Lou Reed, c'est absolument génial. Vraiment Boyle s'est lâché en termes de réalisation avec tout un tas de plans badass et super immersifs. Il reconnaît d'ailleurs que le fait que ce soit seulement son second film lui a permis d'expérimenter avec spontanéité, là où aujourd'hui il dit en savoir trop sur l'impact que va avoir tel ou tel type de plan pour retrouver cette fraîcheur. Et c'est d'ailleurs ce dont pâtit T2 Trainspotting, donc je vous invite à voir mon débrief ici. Bon allez, on va tester autre chose. La Zig tient également une place à part entière dans le film, nous montrant l'évolution d'une période allant des années 80 jusqu'au milieu des années 90 au travers de celle-ci. En effet, on démarre avec la fin du punk avec Lust for Life d'Iggy Pop, en passant par la Britpop avec notamment Blur, jusqu'à la techno d'Underworld et la pop synthétique de New Order. Et ça, c'est encore brillamment vu par Danny Boyle, et ça donne tout simplement l'une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma. Au fait, Dedoul, oh putain, Dedoul, il fait une overdose. Vite, amenez-moi mon petit guide médical. Côté acteur, honnêtement, on est vraiment au top avec un Ewan McGregor ayant perdu 13 kilos pour ce rôle qu'il a fait connaître au grand public. Il s'est appliqué à fond en rencontrant d'anciens héroïnomanes pour comprendre leurs addictions, apprendre à préparer une dose, etc. D'ailleurs, il a même failli aller jusqu'à s'injecter de l'héros dans les veines pour vraiment se rendre compte des effets engendrés, mais bon, au dernier moment, il abandonna quand même l'idée. Bon allez maintenant, finis les drogues, hein. Cette fois tu décroches pour de bon. Laisse-moi un dernier rail, juste un dernier rail sur des bouses, putain. Ah non, laissez-moi, laissez-moi. Bon, clairement, Trainspotting est un film générationnel qui a fait un carton mondialement et notamment au Royaume-Uni. L'une des explications vient certainement du fait que même si ce genre de thème était déjà abordé par un cinéma à la Ken Loach, il s'adressait plus à un public d'intello qu'au public concerné par la réalité de ce quotidien. Et ce côté brut, coup de poing et sans concession a touché les gens comme a pu le faire Orange Mécanique avant lui. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. D'ailleurs, rien d'étonnant à ce que ce film ait été qualifié d'Orange Mécanique des années 90 quand on sait que Danny Boyle s'est inspiré du rôle de Malcolm McDowell pour le personnage de Mark Renton. On retrouve vraiment de nombreuses références et surtout un hommage au chef-d'œuvre de Kubrick. Alors par exemple comme ce travelling avant dans le bar nous permettant de lire Voloco avec la même typographie que dans Orange Mécanique où l'on découvrait à l'inverse un Moloko via un travelling arrière. Énormément de plans rappellent l'œuvre de Kubrick dans le cadrage, mais également via l'utilisation de la musique classique avec Carmen lorsque Mark Renton entame son premier sevrage. Trainspotting contient de toute façon une montagne de références à d'immenses films comme ici avec Taxi Driver, avec les personnages de Robert De Niro et de Jodie Foster. Des références d'ailleurs avec des films qui avaient rompu avec le classicisme et qui voulaient montrer une réalité brute telle qu'elle existe. Bref, aujourd'hui c'est Trainspotting qui est souvent référencé dans un bon nombre de films et ça c'est la signature d'un film culte. C'est vraiment une œuvre en soi qui ne vous laissera pas indifférent et c'est pour moi ce que l'on demande au cinéma. Alors si vous aimez les films coup de poing et le rock'n'roll, foncez mater ça les survivants, hein, vous allez être servis. Bon bah voilà mes survivants, je crois que ça y est, j'ai enfin réussi à décrocher. Alors surtout, évitez la drogue hein, parce que c'est quand même une sacrée merde ce truc.
Bon, sur ce, je vous laisse, je dois aller à la salle de sport. En tout cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu, à partager cette vidéo un maximum et à vous abonner pour rejoindre les survivants. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love! Non!